Aujourd'hui, dans l'alchimie d'un roman, épisode numéro 8, le livre sur lequel nous allons nous pencher est une pierre angulaire de l'histoire de la littérature, n'ayons pas peur des mots. Plus exactement, c'est une pierre angulaire de l'histoire de l'imaginaire, puisqu'il a marqué les esprits même de ceux qui ne l'ont pas lu. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au Dracula de Bram Stoker. Et nous verrons comment cet auteur irlandais relativement inconnu a écrit non pas un roman, mais un mythe universel. Nous verrons comment une telle transmutation est possible. Alors suivez-moi par-dessus la marmite alchimique et nous chercherons ensemble, dans les pages de ce monument littéraire, les proportions des 4 éléments, l'eau, c'est-à-dire le style, l'air, c'est la fiction, la terre, c'est le milieu, et le feu, le message. Et pour commencer, nous survolerons l'intrigue de Dracula en 1 minute chrono. Alors au départ, c'est l'histoire de Jonathan Harker. Il est notaire et fait le voyage depuis Londres jusqu'aux Carpates pour rencontrer un client inhabituel, le comte Dracula, à qui il vient de vendre une propriété londonienne. Le séjour se passe mal, Harker découvre le mode de vie pour le moins inhabituel de son hôte, Dracula est un monstre, un non-mort, au pouvoir surnaturel. Harker s'en tire de justesse, mais Dracula fuit vers Londres, le mal est en marche vers la civilisation. À Londres, Dracula commence par tuer Lucy, la meilleure amie de Mina Harker, future épouse de Jonathan Harker. Et voilà la pauvre Lucy vampirisée, et donc non contente d'être morte, elle sortira de sa tombe la nuit pour maltraiter à son tour les petits-enfants du voisinage. Alors les 3 prétendants endeuillés de Lucy décident de s'unir pour détruire son cadavre maudit. Il s'agit de Lord Godalming, son fiancé, Quincy Morris, l'américain, et le docteur Seward, un psychiatre. Lucy est vaincue, mais elle n'est qu'une mise en jambe, car son maître Dracula arrive en ville. La fin du roman sera donc consacrée à la chasse au maître vampire. À notre troupe d'aventuriers se joindra Mina et Jonathan, et surtout le Hollandais Van Helsing, un spécialiste qui vient leur apporter son expertise. Rassurez-vous, même si Mina sera mordue dans la bataille, tout finira bien. Dracula en fuite sera rattrapé à la porte de son château des Carpates et définitivement éliminé d'un coup de pieu dans le cœur. Alors la première chose que l'on remarque en ouvrant ce livre, c'est qu'il s'agit d'un roman épistolaire. Autrement dit, il est composé d'une série de lettres écrites par les protagonistes et d'extraits de leurs journaux intimes, car à cette époque c'est bien connu, tout le monde décrivait sa vie dans des petits carnets personnels. Pourquoi cette forme particulière ? Pour plusieurs raisons. D'abord, la forme épistolaire apporte ce qu'on appelle un effet de réalité. Avec ses dates et ses cachets de la poste, l'auteur nous fait croire que ces documents sont réels. Vous savez, c'est comme ces films qui commencent par la mention « tiré de faits réels ». Normalement, ça ne change rien à l'histoire qui nous est racontée, et pourtant, il faut reconnaître que ça change tout, et qu'on s'intéresse davantage à des faits qui se sont réellement déroulés. Parce que le premier but de tout romancier, ne l'oublions pas, est d'immerger le lecteur dans son histoire et lui faire oublier la patte de l'écrivain et les artifices d'écriture. Avec le genre épistolaire, le narrateur disparaît complètement, et ce sont les personnages de l'histoire qui nous racontent eux-mêmes leurs aventures. Enfin, le dernier effet est temporel. Quand on lit le journal de Mina Harker, par exemple, on lit ce qu'elle écrit alors même qu'elle est en train de vivre l'intrigue. Et cet effet introduit un suspense particulier, une peur de l'inconnu, qu'on peut partager plus facilement avec le personnage qui ne connaît pas lui-même la suite des événements. L'histoire épistolaire n'est pas une histoire passée que l'on raconte après coup, c'est une histoire au présent que l'on vit en même temps que les personnages. Et voilà comment le choix de cette forme particulière renforce le réalisme et l'implication du lecteur. Nous verrons qu'il existe un 4e intérêt que l'on appelle le décalage dramatique et que nous décortiquerons plus en détail tout à l'heure. Ok pour l'élément aquatique, mais maintenant que dire de l'air ? L'air, c'est la fiction. C'est donc pour moitié l'intrigue et pour moitié les personnages. Et même si Dracula est devenu un véritable mythe, dans sa structure, il a tout du simple roman d'aventure populaire. On y trouve les ficelles classiques d'un Stephen King, classique mais parfaitement maîtrisé. Alors d'abord, voici à quoi ressemble l'intrigue de Dracula. Dracula est une succession de 5 tableaux. Harker prisonnier du château de Dracula, Lucy victime de Dracula, la traque de Lucy qui est devenue un vampire, puis la traque de Dracula sur le sol londonien, et enfin la chasse finale jusque dans les Carpates. À chaque fois, on monte vers un petit climax, une petite apogée locale, et d'étape en étape, en escalier jusqu'au climax final. C'est un bon rythme, 5 étapes pour 500 pages, de quoi relancer en permanence l'intérêt du lecteur. À l'intérieur de ce schéma, Stoker utilise les ressorts habituels d'une bonne intrigue, j'ai nommé le mystère et la fameuse règle des 2 obs, objectif-obstacle. Dans les 2 premières parties, le lecteur est tenu par le mystère, c'est-à-dire qu'il est confronté à des événements qu'il ne comprend pas, et grâce à cela, il ne peut pas s'empêcher de lire la suite pour connaître le fin mot de l'histoire. Ensuite, vers le milieu du livre, tout devient clair, les vampires et la façon de les combattre. On passe donc dans une logique objectif-obstacle, la fameuse règle des 2 obs, on sait précisément ce que les personnages doivent accomplir, mais leur route est parsemée d'embûches.
Mystère et De Zob, ce sont les deux mamelles du scénario à l'hollywoodienne qui fonctionnent très bien et qui nous passionnent pendant 500 pages. A tout cela, Stoker ajoute une petite finesse dont nous n'avons jamais eu l'occasion de parler dans cette chronique vidéo, le décalage dramatique. Alfred Hitchcock appelait cela la dramatic irony. Il disait « Montrez deux hommes en train de discuter à table. La scène n'a aucun intérêt. Mais dites avant cela qu'il y a une bombe sous la table et la discussion devient passionnante. » Le décalage dramatique, c'est donc quand le lecteur possède une information que les personnages du livre n'ont pas. Typiquement, c'est le ressort de la deuxième partie du roman Dracula. Lucie est attaquée par les pouvoirs de Dracula et ni elle ni son entourage ne comprennent ce qui lui arrive. Pourtant nous, lecteurs, nous comprenons fort bien parce que nous avons lu la première partie avec Jonathan Harker aux Carpates et que nous connaissons le mal et ses pouvoirs, nous connaissons le danger qui menace Lucie. Ce décalage dramatique a deux effets terriblement efficaces. D'abord, le suspense. Le suspense, c'est quand on sait que quelque chose va mal finir, mais qu'on ne sait ni où, ni quand, ni comment. On voit ainsi Lucie marcher tout droit vers le précipice qu'elle ne voit pas, mais que nous voyons. Et on a envie de lui crier de se mettre à l'abri, mais elle ne nous entend pas. C'est typiquement la dramatic irony de Hitchcock, le décalage dramatique. Cet effet permet aussi l'émotion, c'est le côté ironique dont parle Hitchcock à la limite de l'humour noir. Par exemple, quand Mina écrit une lettre à Lucie en lui demandant « Comment va ta chère maman ?», alors que nous savons très bien que sa mère vient d'être la victime de l'odieux comte Dracula. Donc on l'a bien compris, l'intrigue de Dracula est une intrigue bien ficelée, ok, mais que dire des personnages ? Disons-le tout de suite, les personnages de ce roman ne sont pas des exemples d'orfèvrerie. Les Harker, Godalming, Seward, Quincy et Van Helsing sont plus ou moins interchangeables, ils sont bons, naïfs, purs et innocents, volontaires et positifs. Leurs liens sont simples et inintéressants. Par exemple, Godalming, Seward et Quincy sont amoureux de la même femme, Lucie, mais ça ne posera jamais le moindre problème, on est entre gentlemen. Aussi, quand Godalming coupe la tête de sa fiancée pour lui remplir la bouche d'ail et percer son cœur avec un pieu, tout se passe sans émotion particulière et tout le monde repart à l'aventure comme si de rien n'était. Et je ne vous parle pas des personnages secondaires, les tziganes des Carpates et autres aubergistes superstitieux qui ne sont que des figures stéréotypées. Est-ce un problème ? Pas du tout, car en vérité, il n'y a qu'un seul personnage qui compte, c'est Dracula lui-même. Et Dracula, pour le coup, est un personnage d'exception. Et tous les efforts de l'auteur se conjuguent pour le rendre terrible et inoubliable. D'abord, première astuce, Dracula est un personnage oxymore, c'est-à-dire qui cultive les contraires. En particulier, il est d'autant plus terrible et terrifiant qu'il est poli, raffiné et attentionné vis-à-vis de ses victimes. C'est l'effet Hannibal Lecter. Son humanité nous déstabilise et sa politesse est perçue comme une cruauté insupportable. Ensuite, Dracula est insaisissable, c'est l'effet Alien. Moins on le voit, plus on en a peur. Car les meilleurs scénaristes ont compris que le secret de la terreur réside dans l'imagination du lecteur. Une horreur que l'on voit nous dégoûte, une horreur que l'on ne voit pas nous terrifie. Ainsi, tout au long du roman, on ne croisera que très rarement le personnage de Dracula, alors qu'à l'inverse, on passera son temps à parler de lui, à le pister, à le craindre, et à voir de façon indirecte les effets de ses terribles pouvoirs. Et voilà la troisième dimension du personnage, le pouvoir. Dracula nous fait peur et nous fascine parce qu'il est terriblement puissant. Et qu'est-ce que le véritable pouvoir ? C'est d'enfreindre les règles. Alors Dracula marche sur les murs, il se transforme en animal, en brouillard, il commande aux tempêtes et aux bêtes rampantes, il a la force de 20 hommes et il hypnotise à volonté. Une sorte de super méchant alors ? Non, pas du tout, ce serait inintéressant et Bram Stoker sait qu'un personnage parfait doit aussi avoir ses failles. Alors Dracula craint la lumière du jour, il ne peut entrer dans une maison que s'il y est invité, il redoute les signes de la religion et les gousses d'ail. Mais surtout, et c'est la cerise sur le gâteau, Dracula est humain. Dracula est un être maudit qui fait pitié. Il fait pitié même à ses victimes qui préfèrent leur propre mort à sa malédiction pitoyable. Car les pouvoirs de Dracula se retournent contre lui, il souffre de son goût du sang, de son vice, de sa dépendance, son pouvoir est la source même de sa souffrance. Et voilà, une intrigue à la Stephen King, un méchant d'anthologie, ça nous donne un bon roman d'aventure. Oui, d'accord, mais ça ne justifie pas encore la pierre angulaire de la littérature qu'est devenue ce roman, creusons davantage. Peut-être comprendrons-nous la puissance de ce livre en allant voir du côté de la Terre. De quoi parle ce livre ? Qu'est-ce qu'il nous apprend ? La géographie des Carpates ? Les rues du Londres du XIXe siècle ? Non, pas vraiment, les descriptions sont légères et pas particulièrement passionnantes. Ce que décrit ce roman, c'est avant tout le monde des vampires. Et voilà la clé de tout chef-d'œuvre de l'imaginaire, c'est-à-dire nous décrire un monde irréel comme s'il était vrai. Avec 1000 détails, avec des pages sur les origines de Dracula dans l'histoire roumaine, avec le manuel des techniques de lutte contre les non-morts, etc., etc.
Le monde que décrit Dracula, et même le monde que définit Dracula, est le monde de l'horreur gothique, à tel point que ce roman a érigé de véritables standards de l'esthétique, ce qu'on appellerait aujourd'hui le look gothique. Regardez par exemple le manoir des parcs Disney ou la présence incontournable de chauves-souris chaque fois qu'il est question d'une maison hantée. Tout cela prend ses racines dans le Dracula de Bram Stoker. Et donc pour ainsi dire, au-delà de nous avoir raconté une belle histoire, Stoker nous a ouvert un univers entier dans lequel nos propres imaginations vont pouvoir s'exprimer. Et ça y est, nous avons enfin compris ce qui fait de ce livre un monument incontournable. Dracula, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une belle histoire, c'est un mythe. Stoker en donnant forme à Dracula, qui traînait pourtant déjà dans la littérature populaire de l'époque, Stoker a créé un conte, une légende éternelle. Et comme nous l'enseigne Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, un conte, à l'instar des rêves, c'est avant tout un monde de symboles et de codes. Et alors que les symboles du rêve nous renseignent sur notre inconscient personnel, les symboles du conte nous dévoilent un imaginaire collectif. Et voilà la force de Dracula, car Dracula n'est pas un symbole, c'est un catalogue de symboles. Dracula symbolise le mal contre le bien, la mort contre la vie, la nuit contre le jour, le passé contre le progrès, le profane contre le sacré, la laideur contre la beauté, la corruption contre la pureté, le péché contre la sainteté, le sexe contre la chasteté. Dracula n'est pas un personnage, c'est une figure psychanalytique. Il traduit nos peurs inconscientes, nos fantasmes et nos pulsions. Et la preuve qu'il dépasse largement le cadre du roman de Stoker, c'est qu'il a été repris depuis plus d'un siècle par des dizaines d'auteurs et par l'imaginaire collectif de toute une société. En 1922, Friedrich Murnau, le cinéaste, a rajouté au mythe une fin exemplaire où Dracula est vaincu par Mina elle-même, c'est-à-dire la force vaincue par la faiblesse et en même temps le sacrifice inéluctable de la pureté dans une sorte de péché originel. Et puis Anne Rice, dans les années 70, a rajouté l'ambiguïté aux personnages des vampires et elle les a sortis de la légende pour les humaniser. Et voilà comment Bram Stoker, à partir d'une histoire qui aurait pu terminer en roman de gare, a fondé un mythe qui n'est pas prêt de s'éteindre. Et nous voici à la fin de notre épisode 8. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez retrouver mes épisodes précédents sur YouTube et vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce bouton. Vous serez alors informé sur votre page d'accueil YouTube chaque fois que je publierai un nouvel épisode. Vous pouvez aussi cliquer le bouton j'aime de ma page Facebook pour suivre mon actualité jour après jour, ou alors aller lire les pages de mon blog pour des articles un peu plus approfondis. Mais surtout, si vous voulez m'aider et me permettre de réaliser encore de nombreuses vidéos, merci d'en parler simplement autour de vous, à vos amis, à vos collègues, on n'est jamais trop nombreux. À bientôt.